Pas d'avion, pas de fusée, pas de satellite sans système embarqué. Alors, quelles sont les tendances dans ce domaine particulièrement contraignant? Eh bien, on va le voir avec notre invité Maxime Renaud, ingénieur marketing chez National Instruments. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, un système embarqué, Maxime Renaud, c'est quoi? Un système embarqué, en soi, c'est un système qui est autonome, qui va être donc embarqué dans l'avion, au sein de l'avion, qui va avoir des entrées-sorties et qui va avoir la charge de contrôler un élément de l'avion. Donc c'est en gros de l'électronique qui va embarquer du logiciel embarqué au sein de ce système-là et qui va communiquer avec des éléments présents dans l'avion. Les avions, c'est le paradis des systèmes embarqués, il y en a un petit peu partout, on en retrouve où? Alors on en retrouve à tous les éléments et ça se développe de plus en plus, justement, puisque on en a dans le cockpit, on le voit, il y a de l'électronique partout, et on le retrouve aussi pour contrôler tous les actionneurs. Et aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a le développement des systèmes embarqués qui viennent en remplacement des systèmes hydrauliques. Alors ça rentre dans le cadre de projets de grande envergure, avec des avions de plus en plus électriques. On a le projet Clean Sky, par exemple, au niveau européen, où l'objectif est de réduire l'impact environnemental des avions, et entre autres les systèmes embarqués électroniques en remplacement de systèmes purement mécaniques ou hydrauliques est une solution. Parce que c'est plus léger, a priori. Oui, globalement, en fait, on gagne en poids essentiellement, puisqu'on remplace des éléments mécaniques par simplement un fil, où on vient qui vient piloter un système embarqué, un actionneur électrique. Donc au niveau du gain de poids, c'est assez important. Boeing estime à entre 15 et 20% l'économie de carburant qu'on pourrait faire sur un avion qui devient entre guillemets tout électrique. Alors dans le spatial aussi, le poids est important, les systèmes embarqués sont omniprésents. Des exemples? C'est la même tendance qu'on observe également dans le spatial, parce que le poids c'est l'ennemi, en particulier pour le spatial, puisque plus on réduit le poids du lanceur ou de l'avion, on gagne en charge utile, et donc on peut emporter plus de choses, des satellites plus gros en l'occurrence. Et donc là aussi, l'électrique c'est une solution, avec des contraintes, puisque ça demande de recommencer l'ingénierie qui est liée à tout ça, pour intégrer maintenant ces systèmes électroniques au sein des lanceurs par exemple. Alors justement, aéronautique spatiale, ce sont des domaines qui sont très très contraignants. Comment ça se traduit au niveau des systèmes embarqués? Qu'est-ce que veulent les constructeurs d'avions, les constructeurs de fusées? C'est vrai qu'il y a des contraintes qui sont assez importantes, puisqu'il y a des normes qui régissent tous les systèmes qui vont contrôler l'avion, puisqu'on comprend l'enjeu d'un point de vue sécuritaire qu'on a sur les avions. Donc c'est assez, pas restreint, mais c'est très limité en fait au niveau du champ d'action. Donc aujourd'hui on a des possibilités d'intégrer des microprocesseurs, des microcontrôleurs, mais également des FPGA au sein des systèmes embarqués qu'on va certifier, qui vont embarquer un code spécifique qu'on va certifier pour réaliser la fonction et qu'il va falloir tester en l'occurrence pour garantir le fonctionnement correct, de la même façon qu'on testait un élément mécanique ou hydraulique auparavant, sauf que là on va faire du test plus logiciel au final. C'est un peu nouveau parce que le FPGA c'est pas figé comme pouvait l'être une électronique auparavant, et donc a priori ça ne répond pas tout à fait à ce que voulaient les gens de l'aéronautique. Alors tout à fait, le FPGA, on va pouvoir le reprogrammer, c'est sa nature même, sauf qu'une fois qu'il est programmé, il est figé, il va réaliser une fonction dédiée. Donc c'est ça qu'on va pouvoir certifier, on va pouvoir s'assurer que la fonction ne varie pas dans le temps, puisque c'est ça qui est très important, c'est que le comportement, quand l'avion sort d'usine et en fin de vie d'exploitation de l'avion, c'est qu'il fonctionne toujours de la même façon. Donc ça, on peut le garantir sur les FPGA maintenant, puisque en fait on fige la configuration pour tant qu'on garde la même configuration, mais on peut également la faire évoluer beaucoup plus facilement par rapport à un système purement mécanique. Évidemment un système qui est figé mais qui pourra évoluer plus tard. La consommation d'énergie, c'est important dans ce domaine? Oui, c'est un élément important également, puisque plus on va rajouter d'électronique, plus il va falloir d'électricité également pour alimenter cette électronique, et également les actionneurs qui sont liés à ça. Donc la consommation est un enjeu important, puisque plus on va rajouter d'éléments d'électronique, plus ils vont consommer. Donc encore une fois, le but est d'arriver à avoir le plus performant, et on va dire le plus performant par consommation électrique, un rapport puissance par watt, qui va être le plus important. On parle de temps réel dans ce domaine-là, et on est à quel niveau finalement? Oui, on parle de temps réel, bien évidemment, par l'aspect sécuritaire et pour gérer tous les algorithmes qui sont faits en temps réel. On est très rapide, ne serait-ce qu'avec les FPGA, on va descendre à la nanoseconde, enfin les environs de la nanoseconde sur les FPGA. Donc là, on est très performant au niveau temps réel. Ouais. Alors pour concevoir ces systèmes qui sont petits, légers, qui travaillent en temps réel, qui sont sûrs et fiables, parce que c'est aussi un point important, la fiabilité, comment on les conçoit justement? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des nouveaux systèmes pour chaque avion? On peut faire des choses qui se partagent entre les avions?
Alors, généralement, on va essayer de capitaliser sur ces connaissances aussi. On ne va pas réinventer la roue à chaque fois. C'est là l'avantage du logiciel au sein des systèmes embarqués, puisqu'on peut les adapter simplement par mise à jour logicielle. Donc, généralement, on va partir sur des plateformes communes qu'on va simplement adapter au niveau des entrées-sorties d'un point de vue physique, mais avec le logiciel, on va pouvoir modifier l'algorithme en fonction de la tâche qu'il a réalisée sur une même plateforme matérielle qui va combiner peut-être un processeur FPGA, ce genre de choses-là, mais c'est le logiciel qui va déterminer sa vraie nature en fait. Donc on voit qu'il y a une place de plus importante du logiciel par rapport au matériel. Dans l'automobile, on parle aussi beaucoup de systèmes embarqués. Il y a des cousinages entre ce qu'on trouve dans une automobile, ce qu'on trouve dans un avion? Oui, bien évidemment. D'ailleurs, aujourd'hui, une voiture de grand luxe contient plus de lignes de code qu'un avion. Là aussi, c'est aussi les normes qui font ça, c'est beaucoup plus strict au niveau de l'aviation. Mais il y a des choses qui sont présentes dans l'automobile depuis plus longtemps et c'est une source d'inspiration évidemment pour les fabricants d'avions ou dans le domaine aérospatial. On le voit par exemple, dans les voitures, on trouve, alors il y a des parallèles, on trouve dans les voitures des systèmes tête haute, et puis de l'autre côté, on peut avoir des avions qui vont bénéficier de développements qui ont été faits dans l'automobile. Tout à fait, on tire profit des technologies qui aujourd'hui sont facilement transposables du fait que ce soit purement électronique aussi. Donc on peut récupérer et échanger, on va dire, des technologies plus facilement. Et finalement, les avions bénéficient du travail qu'on a fait sur les coûts des composants. Tout à fait, effectivement, en particulier dans l'automobile, le coût de fabrication et des éléments est très important. Dans l'aviation aussi, bien évidemment, mais au niveau de tout ce qui est gestion du processus de fabrication et optimisation des coûts, là aussi, pour maintenir entre autres la production, par exemple en Europe, des avions, c'est important de maîtriser tous ces aspects-là. Et là, l'automobile, à mon sens, a un cran d'avance peut-être sur la gestion de ces coûts-là. Parfois, il pourrait y avoir des problèmes. A priori, un système électronique et électrique, ça peut être plus compliqué à mettre au point et plus compliqué en termes de fonctionnement qu'un système hydraulique. Donc, il faut beaucoup de tests. Quand on dit tests, on dit vraiment beaucoup de tests. Alors oui, ça va être beaucoup de tests puisqu'il faut tester tous les cas de figure. Il y a déjà testé la fonction première, vérifier que ça répond bien à cette condition-là. Et puis il y a tous les tests en vol, enfin simuler les tests en vol. Donc il y a beaucoup de tests préalables et sachant qu'on est sur l'électronique, il faut s'assurer qu'il n'y a aucune erreur qui est présente dans le code qui pourrait avoir un impact néfaste. Donc il y a de la redondance également, bien évidemment, mais il y a beaucoup de pas de tests qui sont nécessaires et combiner également tous les éléments ensemble et vérifier qu'ensemble qu'on ne teste pas chaque élément indépendamment et une fois qu'on les assemble on aurait un problème. C'est s'assurer, faire du test unitaire et du test également en condition avec tous les éléments mis ensemble. Et les systèmes de test, ils utilisent les technologies les plus récentes ou bien on se dit un avion qui a 10 ans, il est encore testé avec des systèmes qui ont plus de 10 ans? Alors là, ça va dépendre également. Effectivement, on est sur des durées de vie qui sont très importantes pour la durée de vie d'un avion. Alors il évolue au fur et à mesure de son exploitation. Le premier modèle qui sort, il va être différent du dernier modèle qui sort en usine puisqu'il aura eu des améliorations. Les moyens de test doivent suivre également la production puisqu'on va tester tout au long de la production. Et là aussi, il faut s'adapter, donc avoir une bonne pérennité puisque la durée de vie d'un avion est assez importante. Et les moyens de test vont utiliser généralement les dernières technologies, mais il faut avoir des solutions qui soient suffisamment souples pour pouvoir s'adapter aux nouveaux produits qu'on va sortir ou alors garantir une pérennité suffisante. Quand on parle de pérennité, en gros, on travaille sur quel laps de temps, finalement, quelle durée? Ça peut être plusieurs dizaines d'années pour les systèmes de test ou les systèmes embarqués de pérennité nécessaires pour l'aérospatiale. Alors les systèmes embarqués, on ne va pas les changer, on va construire toujours les mêmes avions avec les mêmes composants à l'intérieur parce que c'est validé, c'est homologué. Par contre, les systèmes de test, eux, on pourrait à la limite utiliser des technos ultra récentes pour remplacer des systèmes un peu obsolètes. Oui, là c'est l'avantage du système de test vu que lui n'est pas embarqué dans l'avion. Effectivement, on peut le faire évoluer un petit peu en parallèle. Et ce qu'on peut voir, c'est que des fois, le système de test, lui, a été conçu en même temps que l'avion. On sait maintenir la production de ces pièces-là. Par contre, le système de test, s'il était basé sur une technologie peut-être déjà qui avait fait ses preuves à ce moment-là, on se retrouve 10 ans après, on n'a plus le matériel pour pouvoir faire le test, il faut le remplacer. Là, le FPGA en particulier, par exemple, peut être intéressant parce que le FPGA, on va pouvoir recréer de manière logicielle une carte électronique qui n'est plus fabriquée, qui n'est plus vendue, qui n'est plus disponible. Donc on peut la recréer, entre guillemets, de manière logicielle et la faire évoluer encore et faire suivre l'évolution du banc de test. Donc on peut tirer profit de ces technologies-là aussi au niveau des moyens de test
pour pouvoir suivre plus facilement l'évolution de la conception et de la fabrication des avions. Ouais. Vous avez des exemples de cette démarche-là? Alors oui, on travaille beaucoup justement dans l'aéronautique avec par exemple des systèmes de tests on a des systèmes type de test Ironbird avec lesquels on a des partenariats. Donc là, on vient simuler complètement l'environnement dans lequel vont être mis en place les actionneurs pour les stresser, tester tous les cas de figure. Et de l'autre côté, pour on va dire vraiment le système de test et la gestion de la pérennité, on a des systèmes qui ont été développés pour tester des afficheurs tête haute, en particulier on en parlait tout à l'heure, où là le banc de test initial était obsolète, il a fallu le remplacer et la technologie FPGA a été utilisée pour pouvoir générer les signaux permettant de tester les systèmes tête haute. Alors on le voit, on est parti d'électronique qui était plutôt dédiée et figée, on va par exemple vers du FPGA, on va aussi vers des systèmes qui sont plus puissants avec des mémoires qui sont plus importantes. Vers quoi on va? C'est quoi la tendance finalement dans ces systèmes embarqués? Est-ce qu'on va faire encore plus fort, encore plus vite? Ce qui est sûr, c'est qu'on va en mettre toujours de plus en plus et on va avoir besoin de plus en plus de puissance, généralement de calcul, puisqu'on augmente les capacités des avions. Si les avions sont plus confortables aujourd'hui qu'il y a quelques années, c'est parce qu'on a beaucoup plus de possibilités de champ d'action et de contrôle sur l'avion pour faire des systèmes de régulation complémentaires qui vont permettre d'absorber certaines oscillations, etc. Donc ça demande de la puissance de calcul en plus. Et là, la miniaturisation des systèmes embarqués électroniques et la puissance de calcul disponible permet de faire évoluer ça. Et c'est bien sûr également l'intégration, la plus forte intégration des processeurs, des FPGA ensemble qui va permettre ça dans les années à venir. Quand on dit années à venir, c'est quoi? C'est demain? C'est dans 5 ans? Enfin, c'est le prochain Bourget? C'est le Bourget 2020? On le voit, les avions électriques sont déjà présents. Hein. Il y a le Dreamliner, par exemple, de chez Boeing qui est présent. Airbus également travaille sur des avions toujours plus électriques. Là encore, le projet Clean Sky, par exemple, pousse vers ces technologies-là. Donc c'est déjà d'actualité et ça va se mettre en place sur les années à venir puisque les cycles de conception sont quand même relativement longs pour les avions, même si ça va plus vite, encore une fois, qu'avant. Mais ça commence, ça a déjà commencé. Alors justement, on parlait d'avions électriques. Vous avez participé au projet Solar Impulse chez ANI. On a exactement les mêmes problématiques, encore pire quand on a un avion solaire comme ça? Alors là, l'avion solaire, effectivement, on a contribué au projet, ils utilisent nos produits pour développer leur avion. Effectivement, là, c'est des contraintes qui sont très très importantes puisque le poids est l'ennemi numéro 1, sachant qu'il doit embarquer un certain nombre de batteries également. Donc là, même si dans sa conception, l'avion est relativement simple, on va dire, c'est une sorte de gros planeur, mais oui, l'électronique est importante pour pouvoir gérer l'électricité qu'on va fournir, par exemple, la qualité de l'électricité aussi à disposition, gérer au mieux les ressources. Donc ce n'est pas forcément les mêmes contraintes que sur un avion de ligne, mais là aussi l'électronique a son importance pour gérer l'électricité qui est présente dans cet avion-là. On a plein de domaines de développement encore à voir pour l'électronique, pour les systèmes embarqués dans l'aéronautique, et on verra dans les prochains Bourgets si ça prend forme et si ça devient réalité. Merci beaucoup Maxime Renaud. Merci.